Nous sommes aujourd'hui le samedi 26 janvier 2019. Nous allons faire une exception à notre chaîne et nous allons vous proposer un conte à dormir debout. Il s'intitule « Le journaliste, les autruches et le bon Dieu ». Pensez-en ce que vous voulez. Je me fais plaisir, je tente de vous faire plaisir. N'en mourra que le plus malade. J'y vais, donc. Nous avions mordu une lichette sur le 3e millénaire. Les journaux, les périodiques, hebdomadaires et mensuels proliféraient à un tel point qu'ils envahissaient les magasins de presse au point de coller la danse de Saint-Guy à leurs propriétaires. Ils passaient leur temps à classer, ranger, déranger, renvoyer à l'expéditeur ces innombrables revues, souvent inutiles, remplies de niaiseries, bobards de toutes sortes. Le travail était tel qu'ils en oubliaient même leurs devoirs conjugaux. Faisaient l'amour à cette époque en quelques minutes, alors que nous les vieux nous faisions durer au moins une matinée ou une soirée. Inutile d'ajouter que la plupart étaient célibataires ou divorcés. Les femmes de ce temps-là appréhendaient bougrement la cellulose, autrement dit le papier si vous préférez. Il était notoire que l'information se dénaturait à la base, soit par les agences de presse, soit par l'opération du Saint-Esprit nommé Patrice. Les journalistes déstabilisés ne pouvaient de ce fait que narrer les volontés de ces derniers. L'information, violentée, dénudée, opérée, empêchait l'explication rigoureuse à laquelle aurait pu tenir tout citoyen de bon sens. Aucun problème ne pouvait se régler et chacun de tourner irrémédiablement en rond. L'histoire, même, qui devrait se rapprocher au mieux de la réalité, avait été conquise, asservie puis malmenée par de vulgaires maquignons, la dirigeante au sion, le sion passionniste, passionnisme, non, le sion, la baguette avec une petite pointe de fer en bout. Le résultat ne tarda pas à se manifester. Les animaux crevèrent en grand nombre, les aliments devinrent insipides. Les hommes s'effondraient à la moindre contrariété, les femmes perdaient leur éclat, leur splendeur, leur féminité. Seules les grandes compagnies n'en finissaient pas de se frotter les mains et de se remplir les poches. Il n'en demeurait pas moins évident que ces rares favorisés passaient l'arme à gauche tout aussi rapidement que les autres. Un seul critère les différenciait du commun des mourants. Leur cercueil se fabriquait dans la meilleure de nos bois, le meilleur de nos bois, la meilleure ébénisterie, nos derniers noyers français, la grande classe comme de par le passé, mais seulement pour passer l'arme à gauche. Pourtant, un gazetier, plus entreprenant et curieux que les autres, Paul Poinlier, à la solde de la revue fort connue Expressions et libertés conditionnées, se résolut à entreprendre une tournée en France profonde et traquer l'information bien avant les agences de presse. Lors de la dernière plaie dite égyptienne qui secoua le monde agricole, il fut aux premières loges. Il s'aperçut alors qu'une ribambelle de fonctionnaires autorisés, largement rétribués, sous l'emprise d'une folie profiteuse, débitait de telles billevesées
que les paysans, tels des perroquets, récitaient et appliquaient ces méthodes absurdes, qui n'en finissaient pas de les rendre tributaires et asservis aux marchands monopolistes. On leur avait appris à produire en quantité au mépris d'un blé qui se couchait au moindre souffle de vent. On leur avait indiqué de quelle manière élever hors sol, à ne plus savoir où coller du sparadrap, tant leurs vaches s'en allaient en biberine. Ils avaient même tant pollué leur culture que la nature leur rendait bien le mal qu'ils lui prodiguait. Une petite toux grasse les prenait la nuit, les laissait exsangues à l'aube naissante. Se rendant compte du contexte, Paul, lors de l'une de ces étapes, se permit une étrange rencontre un soir, alors qu'il venait toute la journée de fréquenter la désolation. Quittant en catimini le petit hôtel d'où il venait d'élire domicile, il partit vers la chapelle sise à très peu de distance. Dès la porte poussée, Dieu le prit par l'épaule. Il l'entraîna vers le transept, vous savez, à l'endroit où les vibrations ont lieu et ont tout lieu de donner le maximum de bon sens aux êtres humains. Il lui tint à peu près ce langage. Tu t'es rendu compte des errements de tout ce peuple qui ergote sur le secondaire, pinaille sur la vétille, enfantant la bêtise, voire plus grave, la connerie. Tu es le jouet comme eux de ces mirages dont l'homme vénal est l'auteur. Vous courez tous, sans exception, vers le profit. Eux, les producteurs, vers un nombre toujours croissant d'animaux, toi vers des papiers sortant de l'ordinaire, alors que tu n'as surtout pas le droit de transgresser la morale journalistique liée à l'intérêt. C'est un cercle vicieux dont vous ne pourrez sortir. Paul osa regarder le Créateur. Il n'avait pas une forme humaine, mais il lançait des éclairs et parlait aux prodiges français. Nos amis les Juifs, nos amis, n'avaient pas le monopole de courtiser l'Éternel. Le journaliste ne savait plus à quel sein se vouer. Il se faisait si petit que chacun l'aurait pris en pitié. Ses bras s'élevaient au-dessus de sa tête. Il avait peur d'être battu. Le grand bâtisseur, à la longue patience, se plaça face à son interlocuteur qui n'en finissait pas de faire grise mine. Cette voix ineffable reprit « Tu dois savoir, Paul, très exactement ce que sont devenus les humains, ce qu'ils représentent véritablement à mes yeux. Tu te rendras compte qu'il y a 3 groupes distincts. Mais je ne t'en dis pas davantage. Tes yeux demain s'émerveilleront de ce que tu n'avais pu découvrir la veille. Sache mettre à l'avenir ton regard à la hauteur de ton ressenti et de ton raisonnement. Il n'y a plus de place pour la canaille sur cette terre, y compris les sionistes. » L'entretien était terminé. Seule la clochette de la chapelle tinta à la sortie du pauvre Gribouille. Le lendemain, après une assez mauvaise nuit, Paul plia ses affaires, fit un brin de toilette et en descendant vers la grande salle qui servait de restaurant. Il fut surpris de ne pas rencontrer l'hôtesse ou le marmiton. Un silence inhabituel s'était installé comme définitif. S'agissait-il d'une fin de monde originale ? Il ouvrit la porte et face à lui, devant la mairie, un spectacle qu'il n'aurait jamais imaginé s'offrait à son regard. Une rangée impressionnante de volatiles africains, de splendides autruches
en chair et en plume, plongeaient avec énergie jusqu'à la gorge, leur tête dans le sable. On ne voyait que leur derrière opité, tandis qu'une troupe de diablotins, nus comme des vers, s'escrimait. À leur enfoncer, je parle des autruches, à l'endroit le plus charnu de leur individu, de leur corps de volatile, un suppositoire symbolisant sans doute le culte de la pensée unique inspirée par l'euro. Pourtant, sur le toit de la mairie, de douces colombes semblaient se moquer de cette triste cérémonie. Paul était le seul humain qui, demain, dans la presse, expression liberté conditionnée, aurait l'avantage de circonstancier de tels faits. Mais qui donc aurait la possibilité de lire ce conte à dormir debout, puisque les humains venaient comme par enchantement de disparaître de la circulation. Voilà, chers amis, je vous ai donné le meilleur de moi-même d'un livre tiré L'âme et l'esprit occitan de Jacques-Henri Dodon. Faites-en au diable ce que vous voudrez. Adichatz a tuts et au plaisir.